Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui dans Recettes Anthropocène, nous allons préparer un plat qui apparaît dans les écrits pour la première fois en 1788 à Gap, lorsque le duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant général et commandant des armées du Dauphiné, offrit un repas aux officiers municipaux de la ville de Gap. Ce plat originaire du Dauphiné n'est nul autre que le gratin dauphinois. Alors, je vois très bien le gratin dauphinois. Ma grand-mère y mettait du fromage et le faisait gratiner au four, ou ma mère y rajoutait même, il me semble, un gros pot de crème fraîche et parfois même un œuf. Et oui, il existe une multitude de recettes de gratin dauphinois, mais aujourd'hui nous allons essayer de préparer une recette traditionnelle. Cette recette traditionnelle est issue du site entièrement consacré au gratin dauphinois, legratindauphinois.fr. Aujourd'hui, nous vous proposons de cuisiner pour un repas convivial entre amis ou en famille pour 10 personnes. Nous allons également voir une alternative de cuisson pour une recette plus rapide avec une pré-cuisson des pommes de terre dans l'eau au préalable. Alors, Adrien, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour faire ce gratin dauphinois? Alors, pour ce gratin dauphinois, pour 10 personnes, nous aurons besoin de 2 kg de pommes de terre, 2 gousses d'ail. Nous avons également besoin d'1,25 litre de lait entier, de 0,625 litres de crème de liquide entière, 1 à 2 noix de muscade et une noix de beurre. Avant de commencer la cuisine, il est conseillé de faire préchauffer le four à 150 degrés. Maintenant que le four est en train de chauffer, il faut éplucher les pommes de terre. Mais au fait, Adrien, les patates, ça vient d'où? Alors, historiquement, on retrouve des traces de patates plus de 10 000 ans en arrière, dans la zone côtière de l'actuel Pérou, au sud-ouest de l'Amérique latine. Au XVIe siècle, lorsque les conquistadors arrivent en Amérique, la base de l'alimentation de l'ensemble de l'empire Inca et des populations voisines est composée de pommes de terre et de maïs. Mais il n'existe pas de pommes de terre en Europe pour le moment. Ce sont les Européens qui les ont embarqués dans leurs galions et débarqués dans les ports d'Espagne lors de leurs allers-retours entre le vieux et le nouveau continent. C'est à partir de là que la pomme de terre part à la conquête de l'Europe et du reste du monde. Objet de curiosité des botanistes et des rois, remède à certaines maladies pour les ecclésiastiques, elle n'est pas tout de suite considérée comme pouvant servir à l'alimentation des humains. De fait, elle est considérée avec beaucoup de méfiance. Il faut dire que la pomme de terre, à cette époque, est petite, amère et indigeste. Dans le sud de l'Europe, elle circule de cours en couvent, d'Espagne en Italie, en France puis en Savoie, puis vers l'Autriche, d'Angleterre vers l'Irlande et les Flandres. Mais elle commence à être cultivée seulement au début du XVIIe siècle, soit seulement 100 ans après son arrivée en Europe. Sa conquête du territoire européen s'accélère alors, poussée dans les campagnes par les famines et les guerres. Sa diversité aléique naturelle facilite sa conquête en lui permettant de rapidement adapter son horloge circadienne aux saisons et au climat des latitudes du vieux continent. Le XVIIIe siècle voit dans tout le vieux continent, jusqu'aux confins de la Russie, naître un véritable engouement pour ce tubercule, facile à cultiver et à conserver, et qui permet à l'Europe d'espérer la fin des famines. La culture de la pomme de terre, en libérant le peuple des disettes, renforce les États, nourrit leurs soldats et accompagne leurs armées dans des conquêtes plus lointaines. Au XIXe siècle, la force et la stabilité alimentaire acquises grâce à la pomme de terre offrent aux empires coloniaux la possibilité de s'étendre et de dominer une grande partie du monde, tout en diffusant la culture de ce tubercule. On parle beaucoup des migrations de la pomme de terre dans le monde, mais la patate a entraîné la plus grande migration des Irlandais dans ce qu'on appelle la crise de la patate, dans les années 1840. La maladie du mildiou a ravagé les pommes de terre dans l'Europe du Nord-Ouest et a entraîné des famines énormes. On estime que plus d'1 million de personnes ont quitté l'Irlande pour l'Amérique du Nord et l'Australie. C'est assez marrant de voir que la patate était très peu considérée pour l'alimentation à son arrivée en Europe, alors que maintenant elle est devenue le légume préféré des Français selon le site lespomesdeterre.com. Chaque Français en consomme en moyenne plus de 50 kilos par an. Bon, maintenant que nous avons fini d'éplucher les pommes de terre, quelle est la suite de la recette, Adrien? Alors maintenant, nous allons rincer les patates. Il est important de le faire avant de les couper, parce que l'amidon qu'elles contiennent est nécessaire pour obtenir une consistance correcte. Alors maintenant, nos patates n'ont plus de terre. Il faut les couper en fines lamelles. Pour cela, vous pouvez utiliser soit une mandoline, à condition de maîtriser cet outil, particulièrement dangereux pour les doigts, soit simplement utiliser un couteau et une planche à découper. Et c'est pas mal, non? Regarde. Est-ce qu'elles Comme sont... épaisseur, je trouve. On peut les faire un peu plus épaisses peut-être, parce que si ça cuit pendant longtemps, elles vont peut-être confire. Hein. Allez. Faut que je tourne dans ce sens. Ouais. Voilà. C'est un peu mieux. C'est pas mal ça. Ouais, ok. Alors, nous avons vu que la pomme de terre était un aliment fortement plébiscité en France, mais est-ce le cas partout dans le monde? Alors oui, c'est un aliment qui est maintenant consommé sur tous les continents du monde. Pas en Antarctique évidemment. C'est d'ailleurs la 3e culture la plus consommée par l'homme, après le riz et le blé.
Elle est de plus en plus consommée dans les pays d'Asie et d'Afrique. En 2005, les disponibilités en pommes de terre pour l'alimentation humaine étaient évaluées par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à 214 millions de tonnes, soit 33,3 kg par habitant et par an. Ou bien 91,2 grammes, soit 62 kcal par personne et par jour. Si on ramène aux besoins journaliers en calories d'une personne, cela représente environ 3% des calories journalières. La Chine est le pays qui consomme le plus de pommes de terre, avec une consommation de 46 millions de tonnes en 2003. Mais c'est surtout parce que la population chinoise est importante, car ils n'en consomment que 35 kg par an par personne, soit un tout petit peu plus que la moyenne mondiale de 2005. En 2003, les plus gros consommateurs de patates étaient l'Ukraine, avec 140 kg par an et par personne, la Pologne, avec 130 kg par an et par personne, et la Russie, avec 125 kg par an et par personne, suivi de près par le Royaume-Uni, avec 120 kg par an et par personne. Est-ce que les plus gros producteurs sont aussi les plus gros consommateurs, Adrien ? Quasiment oui. Les 4 pays dont la population consomme le plus de patates font partie des 20 plus gros producteurs. Mais tout comme pour la consommation, la patate est également produite dans les 5 continents du monde. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la production est principalement concentrée en Asie et en Europe. Près de 45% de la production mondiale de pommes de terre provient de la Chine, de l'Inde et de la Russie. Mais entre l'Europe et l'Asie, c'est 82% de la surface totale des cultures de patates. L'hémisphère sud ne comprend que 7% des terres cultivées en pommes de terre. On constate 2 pics dans la répartition en latitude. Le plus important, 52% de la surface mondiale, se situe entre 44 degrés et 58 degrés de latitude nord, ce qui correspond aux pays d'Europe situés depuis la mer du Nord jusqu'à la Russie, où se pratique une culture d'été. Le second, 19% de la surface, se situe entre 23 degrés et 34 degrés de latitude nord. Il correspond à des zones plus chaudes de culture d'hiver. Bassin du Gange, sud de la Chine, nord de l'Afrique. 25% des surfaces cultivées se situent à plus de 1000 mètres d'altitude. Elle est produite et consommée de partout dans le monde, mais les niveaux de production ne s'égalent pas. Les plus gros producteurs sont aussi des pays exportateurs. C'est donc un aliment qui se déplace beaucoup sur le globe. Et selon certaines filières, surtout pour les pommes de terre transformées, plus faciles à transporter car moins de problèmes de conservation, elles peuvent parcourir parfois des milliers de kilomètres. On peut donc dire que le bilan carbone de la patate sous toutes ses formes est assez important. Maintenant que nous avons fini de couper les patates, je rappelle qu'il ne faut surtout pas les rincer. Eh oui, c'est bien ça. C'est pour qu'elles conservent l'amidon afin d'obtenir une bonne consistance pour notre gratin. Comme ça, plus on étale, moins ça fait de grosse épaisseur et peut-être ça cuira plus vite. Ouais. Donc, Avant tout, il faut éplucher la gousse d'ail et frotter généreusement le plat de cuisson avec celle-ci. Puis beurrer le plat. À partir de là, il existe une multitude de recettes de gratin dauphinois. Si vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, par exemple, vous pouvez pré-cuire les pommes de terre dans un mélange lait et crème pendant environ 10 à 15 minutes, selon la fermeté des pommes de terre. bon, ça, c'est une recette de tricheur. Oui, on peut dire ça. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons cuire les pommes de terre intégralement au four. Pour le montage du gratin, vous pouvez étaler une première couche de pommes de terre, salée, poivrée, râper un peu de muscade, puis étaler une seconde couche de pommes de terre, salée, poivrée, râper un peu de muscade, et répéter l'opération jusqu'à arriver en haut du plat. Ensuite, il faut verser le lait et la crème jusqu'à recouvrir à peine les pommes de terre. Vous pouvez aussi utiliser davantage de crème et inverser les proportions lait-crème. Vous avez parlé tout à l'heure de la fermeté des pommes de terre. Elles ne sont pas toutes pareilles ? Eh bien non, il existe une multitude de variétés de pommes de terre et certaines sont plus adaptées pour le gratin dauphinois. En effet, il est fortement conseillé de choisir une variété à chair ferme, comme la Mona Lisa, riche en amidon, la Nicolas, toujours fondante, la Roosevelt, facilement reconnaissable, la traditionnelle Belle de Fontenay, une ancienne variété, ou encore la Charlotte. Avec ces variétés, le gratin dauphinois n'en sera que mieux réussi. C'est donc pour cela que nous avons choisi une variété à chair ferme aujourd'hui. Plus de 100 variétés sont produites en France chaque année, sur différents terroirs. Le mode de culture permet de distinguer 2 catégories. Les pommes de terre précoces, ou primeurs, cultivées en France dans les régions à hiver doux, notamment les côtes de Bretagne et d'Aquitaine, ou le littoral méditerranéen. Plantées en hiver, elles sont récoltées 3 mois plus tard, souvent avant d'avoir atteint leur maturité. Pommes de terre dites nouvelles, dont la peau n'est pas encore entièrement formée. Les pommes de terre de conservation, ou tardives, plantées en avril-mai, sont récoltées 4 à 5 mois plus tard, produites un peu partout en France, notamment dans le Nord. Maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner pour une durée de 2h30 à 3h. Pensez à surveiller régulièrement le gratin dauphinois pour éviter que le dessus soit brûlé. Pour tester la cuisson, une pointe de couteau devra s'enfoncer sans difficulté.
c'est le cas ici. Le gratin est cuit. Il est très très beau ce gratin. Nous pouvons le servir accompagné d'une salade verte assaisonnée avec de l'huile de noix AOC de Grenoble. Au niveau nutritif, la pomme de terre est un légume à part. Elle possède à la fois tous les atouts d'un féculent, mais aussi des fibres, des vitamines et des minéraux. Moyennement calorique, 85 kcal pour 100 g, ce tubercule se rapproche des autres féculents comme le riz et les pâtes. Elle se rapproche également par sa teneur en glucides totaux, 19 g au 100 g, qui fournit ainsi de l'énergie sur la durée. Mais c'est aussi un légume puisqu'il se compose à 80% d'eau. C'est donc un légume à part. Il s'agit d'un légume féculent, riche en glucides complexes. Et au fait, Adrien, d'où vient le mot pomme de terre? Eh bien Alice, je ne sais pas tout, j'en sais rien, et toi, est-ce que tu le sais? Tu serais pas en train de me renvoyer la patate chaude par hasard?